mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça: à mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant: soyez sages. Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élut immédiatement chef du gouvernement. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Le 24 septembre 1853 marque le jour de la prise de possession de la Kanaky par la France. Le 24 septembre a été un jour férié en Nouvelle-Calédonie pendant quelques années, mais après les accords de Matignon en 2004, ce jour férié a été rebaptisé Fête de la citoyenneté. Cette journée a été rêvée par ses promoteurs comme le symbole d'une communauté de destin. Au centre de Nouméa, le K, un poteau sculpté de 12 mètres de haut, a été érigé. Son nom signifie « case des hommes ». Au pied de la sculpture, une plaque résume l'ambition du mouvement à travers un extrait de l'accord de Nouméa signé en 1998. Il est écrit: le passé a été le temps de la colonisation. Le présent est le temps du partage, par le rééquilibrage. L'avenir doit être le temps de l'identité dans un destin commun. Malheureusement, cette année 2024, il n'y aura pas de fête de la citoyenneté. Depuis le gel du corps électoral imposé par Macron, le peuple kanak est en rébellion et la fête de la citoyenneté 2024 a été annulée. L'approche, par contre, du 24 septembre, dans un climat toujours insurrectionnel, a fait monter la tension. Et voici ce qui est prévu. Le 24 septembre 2024, l'Union calédonienne a décidé de déclarer l'indépendance. Dans son discours d'ouverture, Daniel Goa, président de l'Union calédonienne, a estimé que, j'ouvre les guillemets, la révolte de notre jeunesse, pour que la Kanaky émerge, n'est pas le fait du hasard. Et selon son analyse, il écrit « Nous savions tous, nous avions prévenu, la CCAT avait communiqué, attiré l'attention de tous qu'il ne fallait pas toucher à un accord politique fondamental pour le peuple kanak et pour notre reconnaissance. Nous savions tous que cela allait arriver tôt ou tard, car en plus du conflit politique, un conflit social s'est greffé, difficile à contrôler. L'Union calédonienne
se réjouit de voir que ces jeunes âgés de 16 à 20 ans, entre guillemets, montrent une résistance inattendue et surprenante face aux forces spéciales françaises et à leur déploiement de muscles, de moyens militaires et de violence. En d'autres termes, rajoute M. Goa, nos jeunes ne sont pas si mauvais que cela finalement, à moins que ce ne soient les forces en face qui ne soient pas à la hauteur. Fermez les guillemets. Les dispositions prises par l'État pour gérer la crise, c'est-à-dire le couvre-feu, les ripostes juridiques disproportionnées, l'assignation à résidence, etc., sont jugées coercitives et, entre guillemets, dignes de la Gestapo. Dans ce contexte, Daniel Goa a un message fort. Voici ce qu'il dit. « Notre souveraineté ne pourra qu'être immédiate, pleine et entière et non négociable. Nous proposons le 24 septembre 2024 pour la déclarer. Ce sera aussi le début d'une nouvelle mandature avec de nouvelles élections. Notre souveraineté devra être irréversible. » Le président de l'Union calédonienne poursuit d'ailleurs sur le même ton. « Si nous devons emprunter le chemin de la libération de notre pays, pour cela nous le ferons par tous les moyens car nous ne voulons plus de cette France invasive qui nous traite toujours comme des sujets, nous exclut et nous méprise. La Kanaky n'est pas une terre de France, ne l'a jamais été et ne le sera jamais. Les Kanaks ne sont pas français, ne l'ont jamais été et ne le seront jamais. Ils sont français par destination parce qu'ils sont une population annexée par la contrainte. » Alors bien sûr, ces paroles fortes du président de l'Union calédonienne ont été prononcées après la mort de 2 Kanaks, comme nous l'avait annoncé d'ailleurs le journal calédonien. 2 personnes sont mortes par balle ce matin à la tribu de Saint-Louis à la suite d'une opération des forces de l'ordre. Les gendarmes venaient interpeller plusieurs auteurs présumés de vol d'armes. Selon les premiers éléments de l'enquête, des échanges de tirs seraient survenus après des menaces d'un groupe d'individus armés. Un gendarme aurait blessé mortellement un homme âgé de 30 ans, décédé sur la route de l'hôpital. Le second, touché au niveau du thorax, est décédé à la tribu. Et suite à la mort de ces 2 personnes, le FLNKS a tenu à réagir lors d'une conférence de presse organisée cet après-midi. Le Front exprime sa profonde tristesse et il dénonce, je cite, les méthodes utilisées par les forces de l'ordre. Selon la mouvance indépendantiste, ces actions ne font qu'aggraver la situation sur le terrain. Je vous propose d'écouter Jean-Marie Ayawa, membre de la DUS et du FLNKS. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup et on ne sait pas où est-ce que ça va nous. Donc on appelle au calme, on appelle toujours au calme et à la responsabilité de nos militants sur le terrain. On ne veut plus retourner à ces choses-là. On ne veut plus que demain il y ait encore des incendies, il y ait encore des dégâts, voilà, que l'on vive toutes ces choses qui sont en train de se passer là. Et pour nous, la seule issue pour résoudre ça, à la paix durable, c'est l'indépendance du pays. On ne peut plus retourner en arrière. Nous avons déjà trop eu de dégâts et de morts, assassinés. Et pour nous, il faut aller jusqu'au bout du processus. Aujourd'hui, il faut aller à l'indépendance. Cela va faire 20 ans que le pays a choisi de faire de la date de la dite prise de possession de la Nouvelle-Calédonie le jour de la fête de la citoyenneté. Mais cette année, Inatne Kanaky veut officialiser sa volonté d'autonomie dans l'administration des districts. Pour cette 24 septembre 2024, c'est pour la souveraineté des grands chefs, tous les chefs du pays. Et nous, on ne s'inquiète pas de ce qui se passe en dehors, mais on avance à faire notre travail. Le grand chef Boarat rappelle que ce conseil des grands chefs et ce projet d'autonomie a été initié en 1981 et porté à l'époque par des personnalités telles que le grand chef Hilarion Vandégou devant l'Assemblée territoriale ainsi que l'État français, qui selon le Conseil des chefs se doit d'accompagner ce processus. Mais encore une fois, pour être autonome, il faut un budget. À l'époque, on parle de la dette coloniale. Aujourd'hui, on dit que pour faire plus joli, la responsabilité de l'État.
Du coup, ça c'est tous les vieux, c'est les grands chefs, c'est les vieux grands chefs, papa, tout ça, là, avec des grands chefs qui sont partis maintenant, avec le Sénat coutumier, les conseils coutumiers qui ont fait ce travail-là. Tout ça, ça a été chiffré, on a été remettre encore ces dossiers-là l'année dernière. Donc si la France ne nous accompagne pas, ce budget-là, on ira voir d'autres pays pour nous aider. On montera un dossier pour aller remettre directement à l'ONU. Le représentant du Conseil des chefs ajoute que leur démarche est nourrie d'un esprit d'inclusion et de partage. De l'autorité coutumière, dedans, il n'y aura pas que des Kanaks peuple premier, quoi. Nous, on parle aussi de Kanak au sens de Pierre de Clercq, comme il a soulevé. C'est Kanak. Moi, je suis Kanak, mais originaire de tel endroit, originaire de France, originaire de tout ça. Et quand tout ce monde il se retrouve sur un espace coutumier, le garant de tout ce peuple, c'est le grand chef. La poignée de main, tout ça, là, et puis l'accueil des gens, tout ça, là, on ne revient plus sur la parole. Et ça, c'est la coutume. C'est tous ensemble qu'on va faire le pays. Nengone s'apprête donc à accueillir à la chefferie de Gouré-Chaba à La Roche plus de 200 officiels ainsi que le public pour assister à la signature de cette déclaration de souveraineté des chefferies, mais aussi à toutes les festivités culinaires et artistiques accompagnant l'événement. Comme vous l'avez entendu, le FLNKS et l'Union calédonienne préparent la journée du 24 septembre 2024. Les autorités coloniales françaises n'ont qu'un seul objectif, renforcer le dispositif armée et police pour faire face à des émeutes éventuelles. Le haut-commissaire de la République, qui joue le rôle de l'ancien gouverneur des colonies, a été interrogé sur une radio loyaliste et voici ce qu'il déclare au sujet des 2 derniers Kanaks tués par la police. 2 jeunes, un de 30 ans, un de 29 ans, sont morts ce matin. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais s'ils avaient, ces personnes, s'ils avaient eu le bon réflexe, qui aurait été celui, non pas de tirer sur des gendarmes, mais tout simplement de se rendre, on n'en serait pas là. Ils n'ont pas d'autre issue. Ils n'ont pas d'autre issue, je le redis. Tous ces individus, une bonne dizaine, que de se rendre, qu'ils écoutent les autorités coutumières, qui leur ont conseillé de se rendre. Ils doivent se rendre. Les autorités coutumières jouent le jeu, elles relaient les messages de l'État. Elles relaient complètement nos messages. Mais en face, il faut qu'ils écoutent. Encore un mot, monsieur le commissaire, avec les réactions politiques, le FLNKS, bon, tendance UC, RDO, CCAT, celui qui a été réuni en congrès à Comac, rencontrait la presse cet après-midi et il dénonce le fait que l'État français fait la guerre à la tribu de Saint-Louis. Il parle même de génocide du peuple kanak. Est-ce que vous avez une réaction à ce genre de propos ? Oui, très simple. Le premier qui a été tué, c'est un gendarme mobile de 22 ans. Il s'appelle Molinari. Il a été tué le 14 mai près du pont de la Coulée. Personne ne s'en est ému au sein de ce parti politique. J'aurais bien aimé les entendre. J'aurais bien aimé les entendre quand il y a eu des carjackings, quand il y a eu des tirs, nombreux encore la semaine dernière, appliqués contre les véhicules de la gendarmerie. Le rapport de force aujourd'hui, je dirais, il est sain. Il y a d'un côté l'État, avec les forces de police, de gendarmerie, ses services d'investigation spécialisés, et il y a des émeutiers, des individus qui veulent avoir le dernier mot en ayant l'usage des armes, en n'hésitant pas à agresser d'honnêtes gens qui n'auront rien fait, en prenant leur véhicule et en tirant sur les forces de l'ordre. Force doit rester à la loi. Voilà, c'est ça la ligne. Le 21 septembre 2024, le député indépendantiste Emmanuel Djibaou est interrogé sur la chaîne Blast. Il est intéressant d'entendre son analyse de la situation sociale catastrophique en Kanaki, 4 mois après le vote du dégel de la loi électorale et le début des émeutes. La seule parole qu'on entend de l'État, c'est des paroles de répression, de sécurité. Donc c'est le sentiment, c'est celui d'être considéré dans son pays comme victime éternelle d'un système qui va toujours nous donner tort parce qu'on revendique nos droits. On a engagé depuis 30 ans un chemin qui était celui de croire dans la pertinence d'un
modèle de société plus juste, plus équitable, où on va à la conquête de notre liberté en ouvrant le droit à l'autodétermination pour nos compatriotes, descendants de Bagnard, descendants de la Commune, descendants de la colonisation libre aussi. Puis de se dire que, en l'espace de 3 mois, les initiatives du gouvernement Macron ont totalement sabordé la perspective qui était celle de poursuivre les accords politiques de décolonisation. Donc un sentiment de gâchis, ça fait 13 morts, 2 gendarmes, et puis les 13e morts, on se pose la question de jusqu'à quand ce décompte macabre il va continuer dans un pays qui se targue de porter les valeurs des droits de l'homme, de la liberté, de la justice, de la fraternité. C'est des idéaux que nous on croit toujours quand on est kanak, quand on est océanien, encore plus quand on est indépendantiste. La sécurité à tout prix, c'est qu'une partie de la réponse. Il y a beaucoup d'attentes pour que le dialogue reprenne et puis que les partenaires se mettent autour de la table et que s'arrête finalement ce déchaînement de violence. C'est un appel et puis en même temps, en étant en France aujourd'hui, on se rend bien compte que ça n'est qu'un écho lointain des luttes coloniales du siècle dernier qui ressurgit avec aussi le fantôme de la réponse qui était celle de la colonie à ce moment-là, faire venir les troupes. Mais c'est lassant de toujours avoir à réexpliquer et puis de faire face à la même réponse. La considération pour nos peuples aujourd'hui, elle est autrement plus lointaine du fait des difficultés de la France. C'est pas simplement pour notre peuple, mais c'est pour les Outre-mer en général. De manière très factuelle, aujourd'hui, les Outre-mer c'est un secrétaire d'État qui est sous la houlette du ministère de l'Intérieur. C'est la considération que l'État est là pour la gestion des affaires de l'Outre-mer. Ce sont du ressort de la sécurité et de l'ordre public. Voilà, le ressentiment, on est aussi fatigué, je pense, comme tous les Français qui sont en attente d'un gouvernement. Et puis après, le débat démocratique aujourd'hui en France, je ne sais pas si c'est vraiment un débat, au vu des résultats des élections. Mais on est déterminé à toujours discuter. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais parce que la pression, elle monte aussi sur le terrain. Mais c'est ce sur quoi je me suis engagé et c'est ce sur quoi ceux qui m'ont donné mandat m'ont dit d'aller à la rencontre des parlementaires du gouvernement de M. Macron. Le fait d'avoir arrêté cette membre de la cellule de coordination des actions de terrain, qui est une émanation de l'Union calédonienne composante du FLNKS, Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, c'est l'engagement dans toutes les luttes de libération. À un moment donné, on se retrouve aussi accusé. Il y a plus de 2000 arrestations, avec des comparutions immédiates, des propos qui sortent de toute prise en compte de la présomption d'innocence de la part du procureur de la République dans notre pays, qui qualifie toutes ces actions comme engendrées par ou missionnées par le mouvement indépendantiste. Le leader de la CCAT, l'une des principales organisations indépendantistes, est mis en examen et placé en détention provisoire. Christian Théin est incarcéré au centre pénitentiaire de Mulhouse, à 17 000 km de la Nouvelle-Calédonie. On se rend bien compte qu'il y a une partialité et que la présomption d'innocence, autant que les droits de la défense, ne sont pas du tout respectés. Discipline et calme, ce sont les mots d'ordre annoncés dans les mobilisations des relais de la CCAT au nord et dans les îles. Si les blocages et les circulations alternées restent de mise, à Pointe-Dimier, l'ambiance reste bon enfant et les prises de parole insistent sur le vivre ensemble. On n'est pas ici pour faire de la politique, je rappelle bien, on est ici pour partager avec l'ensemble des Calédoniens que
eh bien, on va continuer à vivre ensemble. Nous, on le vit déjà ici depuis qu'on est né. Ça fait 50 ans bientôt on va avoir avec mon frère jumeau. On a vécu avec les gens d'ici. On continue à vivre ensemble. On mange aux mêmes tables. Voilà. Et pourtant, on a chacun nos convictions. Mais rien ne nous empêche d'être ensemble. Voilà. Donc, restons ensemble et puis évitons les débordements. À Yinguen et Puebo, même schéma, les barrages continuent de se positionner devant les gendarmeries avec une circulation alternée. Dans les îles Loyauté, à Maré, les habitants continuent de se mobiliser aussi devant la gendarmerie et déplorent les événements actuels, des violences condamnables qui, selon eux, étaient néanmoins prévisibles. Il y a eu des antécédents dans l'histoire qui a fait que tout ça sont arrivés, on en arrive là encore. Mais ici, à Maré, on maintient. Moi, ici avec tous les vieux, tous les mamans, toute la jeunesse aussi qui sont là, c'est que on maintient le mot d'ordre, discipline. À Canala, les militants du relais de la CCAT sont positionnés depuis la semaine dernière dans le calme. Sur les banderoles comme ailleurs dans le pays, on peut lire « Non au dégel du corps électoral ». Un dégel imposé par l'État français qui est selon eux la cause de toute cette escalade de violence. Nous pensons en fait que tout c'est voulu, c'est par rapport à... Le seul responsable, c'est l'État français. Il n'a pas respecté l'accord de Nouméa, qui est le plancher en fait de cette pleine souveraineté et puis du processus de décolonisation. Le seul responsable, c'est l'État français. Il a voulu recoloniser la Kanaki à travers le dégel du corps électoral. Nous, notre réponse face à l'État français, c'est une miette. Et on va répondre. De l'instauration de l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie ne semble pas perturber l'organisation de la mobilisation. Ce matin, les militants de la CCAT sont plutôt dans une démarche de compréhension, profitant du passage des gendarmes pour poser des questions. Ça veut dire quoi, état d'urgence? Ça veut dire quoi exactement, état d'urgence? Juridiquement parlant, au niveau des perquisitions, des fouilles, l'interdiction des armes, l'interdiction de l'alcool sur la voie publique, des rassemblements et ainsi de suite. Et après de la force de l'armée si besoin est pour protéger les lieux sensibles comme actuellement sur Nouméa. À Poindimié, l'instauration de l'état d'urgence dans ce contexte politique fait remonter de vieux souvenirs. Les événements de 1984 à 1988 fut une période de l'histoire marquée par une guerre civile opposant loyalistes et indépendantistes. Plusieurs morts sont dénombrés, déclenchant ainsi la mise en place de l'état d'urgence. Ça nous ramène en arrière. On revit tout à fait la même situation. Quand on voit les résultats d'aujourd'hui, on a des morts. C'est 84. Il y en a qui veulent qu'on monte un cran la lutte. Ils veulent qu'on arrive à la lutte. Donc nous, on dit, on temporise. Par les discussions qu'on a avec eux, de dire que non, il ne faut pas retourner en arrière, on ne va pas régler les choses comme ça. Face à la subdivision administrative, la représentation de l'État sur la côte Est, les manifestants dansent. Cette mesure, qui procure des pouvoirs exceptionnels à l'exécutif, est incomprise dans le Nord. Pour moi, on n'est pas en état d'urgence. Ici, on n'est pas en guerre. Ici, on est dans la joie, on danse, c'est pacifique. Les responsables CCAT de Touo, Poindimié et Ponéréouin sont sur la même longueur d'onde. Calme et discipline sont les mots d'ordre dans ces communes. On est resté pacifique jusqu'à maintenant. Et encore ce matin, on est parti voir nos commerçants, on est parti voir les différents, les différentes structures qu'on a sur Poindimié pour les rassurer par rapport à ça. Malgré l'état d'urgence, les militants, eux, restent mobilisés. Pour l'heure, face au rassemblement des personnes, les forces de l'ordre privilégient la pédagogie et le dialogue. Si, comme le dit la journaliste de la chaîne Calédonia, les forces de l'ordre ont parfois privilégié la pédagogie et le dialogue au début du mouvement de révolte, à l'approche du 24 septembre 2024, ce n'est plus le cas. Le dispositif de répression coloniale s'est nettement renforcé. Après les Jeux Olympiques de Paris, le gouvernement français a expédié en Kanaki plusieurs centaines de CRS et de gendarmes. Les actions de la CCAT ne sont pas terminées et le gouvernement français, au lieu de calmer le jeu, jette de l'huile sur le feu. Cela a commencé d'ailleurs avec l'arrestation et la déportation en France du leader de la CCAT, Christian Tin.
Sur France Culture, Benoît Trépied, anthropologue chargé de recherche au CNRS, a expliqué le rôle de Christian Tin. Vous êtes anthropologue chargé de recherche au CNRS, merci d'être venu dans notre studio ce matin. Commençons par la fin de ce congrès, si vous le voulez bien, avec la nomination controversée de Christian Tin à la présidence de l'Alliance indépendantiste. Comment présenteriez-vous cet homme? C'est en quelque sorte le meneur des émeutes de mai-juin. Et Christian Théin, c'est d'abord un militant de l'Union calédonienne, qui est un des 4 grands partis du FNKS, qui a monté peu à peu les échelons et qui est commissaire général de l'Union calédonienne. Et quand l'Union calédonienne et d'autres petits partis, qui sont justement ceux qui ont rejoint le FNKS, ont décidé de créer la cellule de coordination des actions de terrain fin 2023 pour s'opposer à la loi sur le dégel du corps électoral en faisant des manifestations, etc., il en est devenu la cheville ouvrière. Et donc à mesure que la mobilisation est montée et que la CCAT, disons, a montré les muscles au mois de mai, et puis que la situation ensuite s'est complètement embrasée, il est devenu, disons, le symbole de ce moment insurrectionnel. L'État et les loyalistes l'ont accusé dès le départ d'avoir été un des cerveaux ayant fomenté et anticipé les troubles, et à ce titre, il a été mis en examen, déporté dans l'Hexagone, où il est toujours en détention provisoire actuellement. Voilà, il est emprisonné en Alsace à l'heure actuelle, donc c'est une nomination un peu symbolique, enfin fantomatique. Il ne pourra pas du tout exercer de présidence réelle. Oui, ça a clairement été dit même par les membres du FNKS qui l'ont porté à sa tête. C'est une nomination symbolique qui a, en gros, le but principal est de donner des gages d'abord à, disons, à toute cette jeunesse kanak en particulier qui s'est mobilisée à l'occasion de ces émeutes de mai-juin 2024 et qui reconnaît Christian Théin comme un des seuls politiques, disons, qui n'est pas institutionnalisé, bureaucratisé, etc. Donc qui en ont fait un peu leur porte-voix. Donc c'est d'abord pour canaliser pour donner satisfaction à ces revendications et par là même canaliser un peu les actions de la CCAT. C'est aussi pour ça que cette organisation a été intégrée au sein du FNKS et on a vu tout de suite dans les déclarations à l'issue du congrès que la nomination de Christian Théin allait de pair avec, disons, une demande de desserrer les taux au niveau des barrages. Donc ça, c'est du côté, disons, de l'UC et des petits partis indépendantistes qui ont rejoint le FNKS. Beaucoup de sigles, mais ce qu'on comprend, c'est que cette nomination est un enjeu de négociation entre les partis institutionnels et puis les jeunes militants qui étaient sur les barricades et qui appartiennent à la CCAT, donc la cellule de coordination des actions de terrain qui était un peu l'organe de mobilisation de l'Union calédonienne. On peut le dire comme ça. Oui, c'est ça. Et globalement, cette nomination et cette réforme, cette nouvelle forme du FNKS s'inscrit dans une rivalité entre les 2 locomotives indépendantistes qui sont tous les 2 membres du FNKS. D'un côté, il y a l'Union calédonienne, l'UC, qui est derrière la CCAT, donc Christian Théin fait partie, et de l'autre côté, l'autre grand parti qui n'était pas là, voilà, c'est le Palika, le Parti de Libération Kanak, avec la figure de Paul Néaouti notamment, et qui conteste clairement la stratégie disons, de terrain qu'a suivi l'UC, la CCAT, Christian Théin, etc. Voilà, donc le Palika a refusé de participer au congrès, alors pas tout seul, parce qu'il y a quand même beaucoup de force au sein du FNKS. Il y a aussi l'Union progressiste en Mélanésie qui n'est pas venue à ce congrès. Comment l'expliquez-vous précisément? Comment expliquez-vous cette rivalité entre les 2 grands groupes indépendantistes, donc vous l'avez dit, l'Union calédonienne et le Palika? Est-ce que c'est une différence de vision stratégique, historique ou très récente? Est-ce que c'est lié uniquement aux émeutes de cet été? Non, c'est une très vieille histoire. C'est depuis les débuts du mouvement indépendantiste qu'il y a ces 2 têtes qui ont eu et des référentiels politiques différents et des stratégies d'action différentes et des perspectives de construction de l'indépendance kanak et socialiste différentes. Donc ils se sont toujours rassemblés dans les moments clés, les moments fatidiques face à l'État ou face aux loyalistes, en particulier dans les années 80 quand il y avait cette séquence insurrectionnelle sous la présidence de Jean-Marie Tjibaou qui était de l'UC mais qui même quand il a fait les accords de Matignon avec Lafleur et Rocard en 88, n'a pas prévenu le Palika. Donc au sein du Palika, il y a des récriminations récurrentes sur le fait que l'UC a tendance à toujours prendre des initiatives sans consulter la base globale du FNKS, et puis après de les mettre devant le fait accompli. C'est un petit peu ça là qui s'est rejoué. C'est aussi cette forte concurrence entre ces 2 pôles indépendantistes qui fait que depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans, il n'y a plus de président du FNKS, c'est-à-dire que depuis 2001, en fait, il y a une telle concurrence qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord et qu'ils ont décidé pour les biens du fonctionnement du FNKS de fonctionner de façon collégiale sans président qui incarnerait une tendance plus que l'autre. Et pour l'avenir, ces 2 visions stratégiques, comment vous les formuleriez? Alors actuellement, le Palika
est resté dans la lignée de il faut qu'on continue à négocier notre accession à la souveraineté dans une forme d'indépendance en partenariat et avec les non-Kanaks dans la lignée de ce qu'on a négocié au moment des accords de Matignon et de Nouméa. L'Union calédonienne et disons la CCAT, le FNKS nouvelle formule, si on peut l'appeler comme ça, puisqu'en fait on ne sait pas vraiment si ça va rester le FNKS ou pas, a tendance à dire on est toujours dans cette dynamique, mais les loyalistes ne jouent pas le jeu. L'État français a cessé de jouer le jeu depuis que Macron a bidouillé le 3e référendum de 2021. Donc on est obligé de remettre les pendules à l'heure et de faire une stratégie de pression. Donc c'est, disons, c'est devenu une négociation, mais avec une posture beaucoup plus radicale. Et ça s'est manifesté lors de la fameuse loi du dégel électoral, en gros, où le Palika disait, pendant longtemps, a dit, bon, effectivement, c'est un recul, mais néanmoins, on ne quitte pas la table des négociations, on essaye quand même d'avancer. L'UC a dit non, ça c'est un casus belli, on arrête, on mobilise. Évidemment, dès qu'on part dans des mobilisations qui tendent à la radicalité, en fait, ça a créé un élan populaire au sein du peuple kanak et en particulier au sein de la jeunesse kanak qui est née sous les accords et qui considère en gros que malgré tout ils sont un peu passés à côté du train, qu'ils ont vu les trains passer même s'il n'y a pas de train là-bas. Donc il y a eu une grande ferveur qui est née de cette mobilisation de la CCAT qui fait qu'aujourd'hui malgré tout le Palika et l'UPM sont un petit peu marginalisés dans leur stratégie modérée de continuer la négociation. Oui, vis-à-vis de la base, mais alors est-ce qu'on va vers une scission à votre avis? Et ça compliquera encore un peu plus les négociations d'ailleurs. C'est un des risques. J'ai aucune idée de comment ça va se finir, parce qu'en général, les partis indépendantistes arrivent toujours à se retrouver dans des circonstances les plus improbables. Donc peut-être qu'ils vont se retrouver et qu'une fois de plus, disons, le Palika va accepter la politique du fait accompli de l'Union calédonienne, ou peut-être qu'ils vont vraiment sortir du FNKS. Sachant que c'est une dynamique qui quand même, je vous le dis, ça fait 20-30 ans que ça court. Au sein, par exemple, du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, il y a 2 groupes indépendantistes. En gros, il y a celui du Palika d'une part et celui de l'UC d'autre part, qui parfois votent ensemble et parfois ne votent pas ensemble. Et puis dans les provinces, province Île, province Nord, dans les communes, c'est une rivalité à tous les étages entre les deux partis. Le FNKS, c'est vraiment l'institution, depuis 20-30 ans, ce n'est que l'interlocuteur reconnu légitime sur le plan national et international. Benoît Trépied, anthropologue, a donné sa vision de la position du FLNKS dans la situation insurrectionnelle que connaît Kanaki en ce moment. Nous savons que la lutte du peuple kanak pour l'indépendance ne s'arrêtera jamais. Alors faut-il toujours se révolter pour obtenir satisfaction? Emmanuel Djibaou, député indépendantiste récemment élu en Kanaki, répond. Et si ça se traduit par la révolte, il faut savoir que la révolte, elle est salutaire, parce qu'elle est le signe que le peuple il est toujours vivant et qui voit aussi les injustices. Je m'appelle Emmanuel Djibaou. Je suis originaire de la tribu de Tiedanit, à Yengen, à 400 km de Nouméa. Je suis député de la 2e circonscription de Kanaki, Nouvelle-Calédonie. C'est un sentiment de gâchis, un sentiment de tristesse, de colère aussi. Le fait de perdre des vies, le fait de voir autant de gendarmes dans notre pays. Il y a 7000 gendarmes à l'heure d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est engagé sur la prise en compte de ce combat politique et puis on dénonce aussi ces agissements. Bon, c'est des agissements qu'on a déjà connus par ailleurs dans les années 80. Et puis qu'on pensait avoir enterré du fait des accords politiques, mais qui marquent bien, finalement, la volonté de l'État français de décrédibiliser le combat démocratique des idées. C'est ce qui fait que je me suis engagé, c'est ce qui fait que j'ai été élu et que j'ai porté par ma candidature le projet de l'indépendance, le projet de la souveraineté, d'établir de nouveaux rapports avec l'État colonial, l'État français, l'autorité de tutelle, selon les termes de l'ONU, pour définir la suite à écrire dans la pleine émancipation pour notre territoire. Il faut savoir que les prisonniers ont tous été éparpillés aux 4 coins de France et de Navarre. Et puis que de l'autre côté, au pays, on refuse le dépaysement des dossiers des 3 qui sont incarcérés au camp Est.
Nous, on se rend bien compte qu'il y a vraiment une partialité et que la présomption d'innocence, autant que les droits de la défense sont malmenés, pour ne pas dire complètement... oui, ils ne sont pas du tout respectés dans notre pays. Alors c'est vrai, c'est loin pour ceux qui regarderont la vidéo YouTube, là. Mais ça se passe dans notre pays, les gars. Faut réagir, faut bouger. 7000 gendarmes, des garnisons qui arrivent. Une fois que les Jeux Olympiques sont finis, tout ça, c'est arrivé chez nous. Les gendarmes font leur métier, hein. C'est jamais acceptable de voir autant de violence se déchaîner, mais c'est jamais acceptable non plus de voir autant d'hommes en armes dans notre pays. On a expérimenté les nouveaux véhicules Centaure, véhicules blindés de gendarmerie, en plus des VBRG, en plus des flashballs. Il y a des gens qui ont perdu la vie, il y a des gens qui ont atterri à l'hôpital. Notez aussi la présence de milices. C'est triste, hein, mais c'est vraiment l'impression que l'histoire se répète. Nous, ça fait 3000 ans qu'on est là-bas. 3000 ans d'expérience humaine, 28 langues, 28 manières d'interroger le rapport à l'autre. On a l'habitude de... L'hospitalité, ça fait partie de notre ADN. Les vieux, ils racontent toujours une histoire. Ils disent, un jour, il y a un vieux qui est devant sa case, et puis il voit passer un étranger sur la route. Et puis, il lui propose un café. Il vient, il s'assoit, il boit le café. Après, il y en a un deuxième qui passe, il lui propose un café. Il s'assoit, il boit un café. Et au bout du quatrième, le vieux, il dit, mais il s'adresse à ses hôtes, en leur disant, mais peut-être vous allez repartir là, parce qu'il n'y a plus de café pour moi et puis ma famille. Puis ceux qui se sont assis à ses côtés, ils ont dit, mais on va se lever, on va décider par vote démocratique, parce que on est en France. Et puis ceux qui sont les plus nombreux, ce sont ceux qui vont décider. Voilà, c'est ça l'histoire de notre pays, c'est ça où on nous fait valoir la démocratie, les droits de l'homme, alors que l'héritage de la colonisation, il a apporté les équilibres sur lesquels notre société elle est construite aujourd'hui. Sur l'économie de comptoir, c'est contre ça qu'on se bagarre aujourd'hui aussi. Et si ça se traduit par la violence, si ça se traduit par la révolte, il faut savoir que la révolte, elle est salutaire, parce qu'elle est le signe que le peuple, il est toujours vivant et qui voit aussi les injustices. Donc moi, je prends ma part en tant qu'indépendantiste. Je pense qu'il y a des choses qu'on a mal faites. Le développement, certainement, il a laissé une part de notre jeunesse sur le côté. Mais il faut pas avoir peur de sa jeunesse. La force d'une tribu, c'est la jeunesse. La force d'un quartier, c'est la jeunesse. La force d'un pays, c'est sa jeunesse aussi. Donc il faut croire en la jeunesse. Et nous, on est déterminés. Moi, en tout cas, pour avoir fait l'ensemble des sites de barrages, depuis Koumak jusqu'aux agglomérations de Païta, Dambia, Mondor, sur la côte ouest, et puis Pouébou en descendant jusqu'à Yaté sur la côte est. La seule parole qui est sortie, c'était une parole qui mettait en cause cette injustice sur le projet de loi constitutionnelle là, de dégel, l'éducation aussi beaucoup. Il faut qu'on apprenne notre histoire. Quand on a questionné les jeunes d'un quartier à Tuban sur pourquoi ils ont brûlé les écoles, ils ont dit comment je peux accepter une école qui raconte pas mon histoire. Qu'est-ce qu'on peut répondre? On n'a rien à répondre. C'est difficile d'être océanien dans l'urbanité parce qu'on fait très peu de place à notre manière d'être, à nos coutumes, à nos rites. Terre de parole, terre de partage. C'est ça la devise de notre pays aujourd'hui. Puis c'est ça qu'on vient chercher aussi en France. Le soutien de tous ceux qui partagent ces références-là et puis que les idéaux qui sont apposés sur les frontons des édifices publics, ce ne soient pas juste des épitaphes, quoi.
Question d'histoire d'abord, où est la Palestine? Sous quelle botte étoilée, derrière quel barbelé, sous quel champ de ruines? Question d'histoire encore, combien de victimes? Combien de milliers d'enfants dans les décombres des camps deviendront combattants? J'en sais rien, je donne ma langue au chagrin. Si tu sais, toi, souffle-moi. Question de géographie, où est la Kanaki? Combien de flics, de soldats pour tenir Nouméa, pour flinguer Éloi? Combien de petits blancs, de colons arrogants se partagent la terre, et combien de misère pour le peuple kanak? Combien de coups de matraque? J'en sais rien, je donne ma langue au chagrin. Si tu sais, toi, souffle-moi. Question de sport, qui détiendra le record et restera vivant, libre et innocent, derrière des barreaux. 20 ans pour Othello, autant pour Mandela. Et combien de hors-la-loi, j'ai ces petits juges en bois dont on fait les salauds. J'en sais rien, je donne ma langue au chagrin. Si tu sais, toi, souffle-moi. Question science et nature, où balancer ces ordures? Allez, à la Vologne, ces chiens qui assassinent, ces rats qui emprisonnent. Question de littérature, qui a écrit que les hommes naissaient libres, égaux, libres mêlant de troupeaux, égaux devant les bourreaux. J'en sais rien, donne ma langue au chagrin. Si tu sais, toi, souffle-moi. Souffre-moi, souffre-moi, j'en sais rien, je donne ma langue au chagrin. Si tu sais, toi, souffle-moi, souffre-moi.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Et après la chanson bien connue, Trivial Poursuite de Renaud, à l'époque où le chanteur était encore engagé, cette chanson composée en 1989 après les événements tragiques de la grotte d'Ouvéa, nous revenons maintenant dans notre émission en 2024, nous revenons en Kanaki, où des événements tragiques se produisent depuis déjà 4 mois, c'est-à-dire depuis le vote sur le dégel du corps électoral. Les jeunes Kanaks, politisés, se révoltent et payent un lourd tribut face à la répression coloniale exceptionnelle mise en place par le gouvernement français. Régulièrement, les médias calédoniens annoncent de nouveaux morts. Au lendemain de la mort de 2 jeunes tués par balle à Saint-Louis, les habitants de la tribu sont tiraillés entre tristesse et colère. Ben ouais, tout le monde est triste. On ne sait plus on va faire comment. Et puis la colère surtout, c'est bien lourd. Hein, parce que ça fait troisième cousin quand même qui tombe. C'est pas rien. Par les forces de l'ordre en plus. Les vieux, ils ont plus de droits sur les jeunes. C'est eux qui commandent. Après, s'ils sont pas contents, je sais pas, ils vont se plaindre avec eux parce que les jeunes, ils s'écoutent plus. Mais voilà, les jeunes, ils sont fatigués de parler aux vieux aussi. On dirait qu'ils parlent dans le vide. On a réussi à réunir nos jeunes. Ils ont été d'accord de laisser ouvrir la route à des conditions. Il n'y ait plus de force de l'ordre dans les chaque côté. Tout ça, ça n'a pas été pris en compte, je sais pas. C'est injuste, quoi. Il fallait que ça arrive, tout ça. Sans révolter, nos jeunes, ils veulent plus se rendre, ils préfèrent mourir chez eux. C'est tout. Ce drame éloigne encore un peu plus la perspective de trouver une issue au point de blocage de Saint-Louis. Les 150 gendarmes mobilisés et contrôlant les allées et venues sur 6 km de routes bloquées comptent bien maintenir ce dispositif de sécurité mis en place depuis mi-juillet. Pour John Roch Tandao, président du conseil coutumier de l'ère Djoubéa-Kapoumé, ces 2 décès auraient pu être évités avec la poursuite des discussions au sein de la tribu. Il en appelle aujourd'hui à des solutions alternatives. Saint-Louis a démontré qu'il faille plus de discussions en profondeur et prendre le temps. Nous, on a simplement proposé, avec les navettes qu'on a eues avec le directeur de cabinet du OCR, avec le général Mathéos, entre autres, d'aller vers une solution d'insertion à longue durée. Pour extraire nos jeunes de Saint-Louis, faire des conventions peut-être avec d'autres pays, pour qu'ils puissent sortir du pays, et puis qu'on puisse demain les réinsérer dans notre système sociétal, tant coutumier que notre société dans laquelle nous vivons tous. Reste que cette situation pèse depuis maintenant 4 mois sur les 1500 habitants de la tribu de Saint-Louis et les 12 000 personnes résidant au Mont-d'Or Sud. Toute la société calédonienne a été touchée par la révolte des jeunes Kanaks. Et tous les Calédoniens s'interrogent aujourd'hui sur ce qui pourrait se passer le 24 septembre. Le 24 septembre qui est la date symbolique de la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France en 1853. La fête de la citoyenneté qui marquait le vivre ensemble depuis 2004 a été annulée cette année. À la veille du 24 septembre, date de la fête de la citoyenneté, un regain de tension a été observé depuis le week-end dernier dans Nouméa comme à Jacaondas à Koutio, les Palmiers à Auteuil, les Tours de Magenta ou encore Moravel. Cela fait suite au décès de 2 jeunes de la tribu de Saint-Louis survenu le jeudi 19 septembre. Nous avons recueilli des réactions des habitants de Rivière-Salée où des affrontements avec les forces de l'ordre ont eu lieu. On écoute dans un premier temps Lali au micro de Michel Pimbé. Voilà, il y a eu quelques chauffe-ouvriers avec les mobiles juste après l'histoire de Saint-Louis là. Les 2 frères là qui sont tombés. Donc les gosses, là, les jeunes de tout le secteur de RS ont manifesté un peu leur colère. Voilà, donc après quelques caillassages avec les mobiles, tout ça. Bon, rien de grave, quoi. C'est juste pour marquer un peu exprimer un peu leur colère par rapport à ce qui s'est passé à Saint-Louis. On a aussi décidé de pas trop bouger, quoi, pour éviter justement encore des arrestations,
On a assez de jeunes là, qui sont arrêtés, des jeunes de quartier. Donc les garçons, la majorité de tous les jeunes de RS, là, ils ont respecté un peu la consigne, à part quelques échauffourées avec les mobiles. Et selon le Haut Commissariat, l'activité des forces de l'ordre a été soutenue ces derniers jours. 15 interpellations ont été effectuées ces dernières 24 heures. Et toujours à propos du 24 septembre, que va-t-il se passer demain? C'est une question que se pose un bon nombre de personnes au pays. À la veille de la journée de la citoyenneté, l'inquiétude est présente. Déjà sensible par son histoire, cet événement intervient dans un contexte de tension cette année. Une incertitude qui a poussé certains habitants à renforcer les barrages dans leur quartier. C'est le cas de ce groupe de résidents qu'ont suivi Audrey Pouedi et Talihaou Vaisala, un reportage sans commentaire. Et là, on a commencé à refermer le barrage comme au début. Il y a le 24 mardi. Et moi, j'ai décidé avec tous les papas du quartier, à 18h, on ferme. Il n'y a plus personne qui rentre, il n'y a plus personne qui sort. Jusqu'à 6h du matin. On s'est dit, on va se préparer. Comme ça, s'il y a quelque chose qui arrive, on est tous là. Vaut mieux rester vigilant. Pas de politique ici. Non, pas de politique. Nous, c'est la sécurité de notre quartier, de nos maisons, nos petites familles, voilà. La chaîne de télévision Nouvelle-Calédonie Première, contrôlée, comme vous le savez, par l'État français, a invité Roch Ouamitan le 13 septembre 2024 pour connaître le point de vue des indépendantistes kanaks à la veille du 14 septembre. Roch Ouamitan est un homme politique important en Kanaki. Après des études en France, il commence sa carrière politique en 1979 avec son grand-père, le député Roch Pidgeot. Quand Éloi Machoro est assassiné par les forces de l'ordre françaises en 1985, il le remplace comme commissaire politique du FLNKS. Il participe ensuite aux négociations des accords de Matignon et des accords de Nouméa avant d'être le porte-parole des indépendantistes auprès du Comité de la décolonisation à l'ONU à New York en 1998. En 1999, il est élu président de l'Union calédonienne et il cumule, comme Jean-Marie Djibaou, la direction de l'Union calédonienne et du FLNKS. Sa parole est donc importante. Dans ces actions, nous recevons Roch Ouamitan, élu UCFLNKS et nationaliste, grand chef de Saint-Louis. Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, vous demandez la levée des verrous. Pouvez-vous garantir la sécurité des automobilistes sur la route provinciale 1 ? Écoutez, nous avons commencé ce travail-là déjà depuis plusieurs semaines. Je note que nous avons organisé deux réunions donc avec les autorités administratives, du Haut Commissariat, le général Mathéos, le procureur, donc il y a 1 mois et demi, et monsieur le maire. Et la dernière réunion s'est tenue il y a 10 jours de cela. Et donc nous sommes à la recherche de solutions, parce qu'en fait, pour nous, la solution de tuer les jeunes, c'est pas une solution acceptable, c'est inacceptable pour nous. Donc ça veut dire qu'il faut faire un travail. Et ce travail-là, bon, elle a reconnu le haut-commissaire qui vient de s'exprimer là, bon, il s'est exprimé hier, je pense. Mais il nous faut du temps, voilà. C'est vrai, c'est le dire, peut-être c'est un peu brutal de le dire, mais il nous faut du temps parce que tous ces jeunes-là, il faut bien savoir qu'ils ont donc suivi les consignes de la CCAT. C'est pour cela qu'il y a 2 semaines de cela, j'ai fait venir une délégation du CCAT et du bureau politique du FLNKS qui sont venus à Saint-Louis pour leur expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les consignes qui sont sorties du congrès de Koumak. Et ça a été dit de façon claire et nette pour envers ces jeunes. Il faut maintenant laisser lever le pied, lever les barrages
et laisser la chance pour que les discussions puissent s'engager et les négociations pour l'avenir du pays. Et le problème n'est pas nouveau à Saint-Louis. C'est-à-dire que la route n'est pas sécurisée depuis de nombreuses années. Enfin, c'est pas sécurisé. Ça a été une, c'est une vieille coutume d'utiliser cette route, pour un oui ou un non. Mais c'est pas seulement les gens de Saint-Louis qui occupaient aussi, qui faisaient organiser des marches sur cette route. Mais là, je pense que c'est le problème qui nous préoccupe là, c'est de pouvoir faire en sorte de convaincre ces jeunes de lever le pied. Alors lever le pied, ça veut dire évidemment de se rendre. Voilà, parce que c'est terrible de dire ça, mais il faut le dire. Voilà. D'autant plus que nous avons plutôt eu des discussions avec le procureur et le général et le directeur de cabinet. Nous avons essayé de convaincre le procureur de les laisser quelque temps, le temps que les discussions commencent, etc. Mais il nous a dit de façon, claire, ne me demandez pas l'impossible. Voilà. Donc, il faut quand même que ces jeunes se rendent, mais après, une fois qu'ils ont été entendus, même dès leur première audition, il nous a quand même bien, confirmé que nous pourrions, donc nous les coutumiers, donc les accompagner, et il y a un dispositif qui est prévu pour les accompagner jusqu'au le temps qu'ils seront donc en détention, et voilà. Rocco-Mitan, pensez-vous aujourd'hui que finalement les coutumiers, la grande chefferie, a une autorité sur ces jeunes? Écoutez, la tribune Saint-Louis, c'est 1500 personnes à l'intérieur, et 700 dehors, voilà. Donc nous avons 3 autorités sur Saint-Louis, c'est cette tribune de Saint-Louis, dont je suis le grand chef, mais nous avons 3 autorités, ma chefferie moi-même, donc détenue par mon clan, le Cambowicho, mais aussi il y a l'autorité de Lilloin, voilà, et l'autorité de la chefferie de Mondor. Et donc c'est pas toujours facile, parce qu'il faut pas oublier que l'histoire de Saint-Louis, c'est une histoire particulière. Voilà, ce sont des clans qui ont été, regroupés là, à cause de l'évangélisation, mais aussi à cause de la colonisation. Et donc, maintenant, nous, à 170 ans de distance, nous sommes obligés de gérer tous ces problèmes inhérents, donc, à la colonisation. On va encore me dire, ah oui, mais là, on parle encore de la colonisation, mais hélas, c'est toujours le cas. Et donc, à partir du moment où nous n'avons pas la parole coutumière pour les convaincre, voilà, de lever le pied. C'est pour cela que je le disais tout à l'heure, j'ai demandé à la CCAT, c'est-à-dire c'est la parole politique. Et donc ils sont venus le dire. Maintenant, à la suite de cette réunion d'il y a 2 semaines, nous avons organisé 2 réunions particulières avec les mamans de Saint-Louis, avec les jeunes, et pour leur expliquer, voilà, la discussion que nous avons eue avec le procureur, voilà ce que le procureur nous a dit. Et donc maintenant, il faut les convaincre. Mais entre-temps, le commissaire disait qu'on était arrivé au bout de l'exercice. On n'est pas encore tout à fait arrivé au bout de l'exercice, puisque nous continuons, nous poursuivons. Je suis venu de Saint-Louis là tout à l'heure, nous poursuivons la discussion avec eux. C'est compliqué, mais nous pourrons arriver. Il n'y a pas d'échec, en fait, selon vous, des autorités coutumières? Non, il n'y a pas d'échec, parce que s'il n'y avait pas des autorités coutumières, franchement, ce serait le bazar le plus total à Saint-Louis. Donc je pense qu'il faut quand même reconnaître que nous faisons le maximum, voilà, d'autant plus que maintenant je suis libre et disponible pour le faire, puisque je n'ai pas été reconduit comme président du Congrès. Donc, autant pour moi. Et puis, je bénéficie de cet avantage maintenant pour m'occuper de ma tribu. On reviendra sur le Congrès, justement. Sur les 3 personnes décédées à Saint-Louis depuis le début des émeutes, 2 personnes faisaient partie de votre famille. Est-ce que finalement, vous étiez au courant de leurs agissements? On les connaissait, puisque ils sont connus déjà depuis longtemps. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont d'abord et avant tout leur implication, c'était d'abord une implication politique. Ce sont des jeunes qui sont politisés déjà depuis très longtemps. Voilà. Mais le problème avec ces jeunes-là, c'est qu'ils sont radicalisés. Alors la radicalisation, des jeunes en général, c'est pas seulement les jeunes de Saint-Louis, mais les jeunes aussi. Des quartiers ou des tribus ou des villages. C'est que c'est compliqué de discuter avec eux ou de les faire arrêter au moment où il faut arrêter. Voilà. Puisque là, à un moment donné, on dit, c'est la CCAT qui nous dit, c'est le FLNK qui nous demande, donc arrêtez, freinez, faites les choses autrement.
Et c'est là où nous avons vraiment comment on a besoin de temps pour leur expliquer jusqu'au bout. Mais on commence à porter. Justement, combien Alors de temps là, je ne peux pas vous dire combien de temps, mais en fait, nous poursuivons les discussions. Là, nous allons sur la semaine qui vient, après 7-8 jours, nous consacrer aux funérailles des 2 garçons. Et puis après, il va falloir qu'on continue la discussion avec les autorités administratives, etc., et politiques aussi, pour trouver une solution, pour que arrivé à un moment donné, le calme se fasse et la sécurité va revenir. Vous parlez justement de réunions avec les autorités. Le FLNKS a rapidement parlé de génocide contre la minorité autochtone de Nouvelle-Calédonie. C'est un terme quand même choquant. Un génocide, c'est quand même l'extermination physique d'un peuple. Écoutez, le sentiment des gens de Saint-Louis depuis la mort de Victorin Banane-Wabitan et la mort des 2 jeunes la semaine dernière, c'est quand même un sentiment de colère extrême, d'exaspération. Et pourquoi? Tout simplement parce que la grande question qui se pose maintenant au niveau de la tribu de Saint-Louis, c'est de savoir, mais ils ne peuvent pas faire autrement que de tuer nos jeunes. C'est vrai qu'il y a ce sont des jeunes qui ont fait des incivilités, on leur reproche beaucoup de choses. C'est des tirs de représailles, Rokwamitan. Pardon? C'est des tirs de représailles finalement. En fait, c'est ce qu'ils nous disent. Ils ont tiré sur les forces de l'ordre. Oui, ils ont tiré sur les forces de l'ordre, oui, c'est vrai, mais des représailles, ok. Mais est-ce qu'il faut, à chaque fois tuer nos jeunes? C'est pas possible, ça. Il faut, mais j'en ai parlé aux autorités aussi pour leur dire, mais vous pouvez pas trouver d'autres formules pour, pour arrêter ces jeunes-là. Qu'à chaque fois vous les tuez, vous allez, les jeunes qui nous restent, vous allez les tuer aussi. C'est pas possible, ça. Ça devient inacceptable, cette situation-là, oui. Ça veut dire qu'en fait, de tirer sur des gendarmes, on est d'accord, il y a quand même... Il y a des représailles quand même qui sont nécessaires. Oui, mais c'est comme si tous ces jeunes-là, parce qu'ils ont fait du carjacking, parce que, bon, c'est vrai que c'est répréhensible, mais parce qu'ils ont fait des carjacking, qu'ils ont fait des incivilités sur cette route, ils sont condamnés à mort. Mais la condamnation à mort, la peine de mort n'existait plus en France. Et pourquoi que sur Saint-Louis, plus spécialement, les forces de l'ordre tuent 3 personnes là, l'espace d'1 mois ou 2 mois là? C'est pas possible, ça. Il faut changer le logiciel. Nous sommes dans un pays quand même encore français. Et pourquoi qu'ils n'appliquent pas les règles françaises ici? C'est ça la question qui se posait. C'est pour ça que les gens de Saint-Louis sont vraiment exaspérés en ce moment, ils sont choqués. Et nous appelons au calme aussi. Nous faisons que ça aussi, de les appeler au calme, voilà, parce qu'il faut respecter le deuil que nous allons vivre là pendant un peu plus d'1 semaine. Et puis après, nous allons poursuivre les discussions. Voilà. Donc vous incitez finalement les personnes qui sont recherchées au niveau judiciaire à se rendre? Écoutez, il y a plus d'autres solutions. Il y a plus d'autres solutions. À la 3e réunion que nous avons organisée avec eux, et puis les mamans leur ont dit, les anciens de 84, les anciens de 88 leur ont dit aussi que vous avez plus d'autres solutions. On n'a plus d'autres solutions maintenant. Voilà, on n'a plus d'autres solutions pour sauver vos vies, puisque l'option retenue par l'État, c'est de tuer. Voilà, quand il y a des tirs sur eux. Donc on ne va pas quand même sacrifier toute une génération pour sécuriser une route. Donc il faut discuter, il faut négocier. Alors j'espère qu'avec le nouveau ministre là qui nous connaît, qu'on connaît, comme ses capacités de dialogue, de concertation, il est là. Malgré le fait qu'il soit républicain, encarté républicain. Il est encarté républicain. J'aurais bien sûr, en tant que comme de gauche, j'aurais bien sûr souhaité que ce soit quelqu'un de NFP ou voilà, un socialiste. Mais enfin, bon, ce n'est pas le cas. On prend ce qu'on se présente à nous, puisque nous n'avons aucun levier pour décider quoi que ce soit là. Mais M. Buffet a quand même montré qu'il avait cette capacité de dialoguer. Il viendra ici, ou il va de Paris. Donc, on espère en fait qu'il pourra faire avancer le dossier. Et comme demandé par Mme Souvé, le dossier de Saint-Louis, par la concertation. Rokwamitan, très rapidement, concernant le 43e congrès du FLNKS, donc on le sait, le PALICA et l'UPM l'ont boycotté. Est-ce que finalement un commanditaire présumé d'exactions tel que Christian Théin peut représenter l'ensemble des partis politiques indépendantistes?
Ah ben écoutez, moi j'étais pas au congrès de Coumbac, parce que j'étais pris avec la mort de mon cousin, le grand chef coutumier Nicolas Ouamitan. Mais j'ai appris donc par la presse et puis par donc les responsables politiques de mon parti que Christian Théa a été nommé président du FNKS. Bon, on nous a dit que c'était plus symbolique, mais si la CCAT et l'Union calédonienne donc et le bureau politique, enfin une partie du bureau politique, donc a présenté sa candidature et soutenu le fait qu'il soit président du FNKS, eh bien qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il faut le faire avec. Y a-t-il encore un front indépendantiste aujourd'hui? Pour le moment, il y a encore un front indépendantiste. Le PALICA ne s'est pas retiré, à ma connaissance, ni l'UPM, puisqu'ils l'ont dit dans la dernière conférence de presse qu'ils ont donnée. Donc, cette question-là sera abordée à leur congrès du mois de novembre. Nous, au niveau de l'Union calédonienne, ce sera la même chose. On viendra devant le congrès avec ces sujets de discussion et puis on va discuter. Moi, je plaide en tout cas pour que tout le monde soit ensemble, parce que pour discuter de l'avenir du pays, je pense qu'on ne peut pas faire autrement que de se réunir dans la famille. Voilà, la famille politique indépendantiste et la famille politique non indépendantiste. Après, les petits jeux internes, moi, ça ne m'intéresse pas. Je dois vous couper. Nous passons à la question Facebook de notre internaute. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps d'en poser d'autres. Que contient le mémorandum de coopération que vous avez signé finalement avec l'Azerbaïdjan? L'Azerbaïdjan, c'est j'ai signé avec l'Azerbaïdjan en tant qu'ancien ancien président du mouvement des pays non alignés. C'est à ce titre-là, puisque là, au congrès de l'Ouganda, au sommet de janvier du mouvement des pays non alignés, le sommet a confié à la présidente du Parlement de l'Azerbaïdjan le soin d'établir les relations, la coordination entre les parlements. Donc c'est à ce titre-là que j'ai fait ça, sans rien. Alors qu'est-ce qui est le contenu? Le contenu, je l'ai présenté au commissaire. Voilà, comme il avait demandé, j'ai présenté le MOU, le mémorandum. Mais c'est une déclaration d'intention. C'est un peu comme quand on fait des jumelages entre les communes, avec un pays autoritaire. Oui, oui, mais ça c'est leur problème, c'est pas mon problème. Moi, je regarde seulement le fait que ce pays-là nous aide. Voilà, alors il nous aide. Si ils pouvaient nous continuer à nous aider, voilà. Maintenant, si la France n'est pas d'accord avec cela, il faut que le haut-commissaire nous dise, ou le ministre des Affaires étrangères nous dise que M. Ouamitan, messieurs les responsables du FLNKS et responsables des partis politiques indépendantistes, vous arrêtez, s'il vous plaît, vos relations avec l'Azerbaïdjan. Mais si nous arrêtent, il faut arrêter aussi toutes les conventions de partenariat que la France et les universités françaises, que ce soit Lyon, Strasbourg, Paris, Marseille, etc., ont signé avec les universités de Bakou. Après les paroles du responsable indépendantiste Roch Ouamitan, des paroles qui prouvent la sagesse des chefs coutumiers pour essayer de ramener un climat de paix en Kanaki, il est intéressant d'entendre sur la radio des loyalistes, Radio Rythme Bleu, le porte-parole du soi-disant Comité de résistance citoyenne, Willy Gatuo. Willy Gatuo est l'ancien maire de Païta, condamné à 3 ans d'inéligibilité pour achat de voix lors des élections municipales de 2014. Nous savons que les loyalistes ont dressé des barricades pour protéger leur quartier contre les Kanaks et qu'ils n'ont jamais été inquiétés par les forces de l'ordre françaises. Mais Willy Gatineau a un projet pour le 14 septembre. Alors, souvenez-vous, au début des exactions, les citoyens de leur propre initiative se sont organisés pour se protéger, notamment au sein même de leur lotissement, suite aux menaces qui avaient été proférées ici ou là par la CCAT. Donc les lotissements se sont tout de suite organisés, se sont barricadés. Et au bout d'un moment, il était tout à fait normal et important que l'on puisse organiser tout ça. Donc, considérer que ce collectif est une sorte de fédération de tous les voisins vigilants, comme on les a appelés. Et quelles sont les actions que vous avez menées? On a vu quelques affiches notamment que vous avez pu apposer concernant ce collectif. Oui, donc nous sommes bien en résistance après un temps de résiliation. En tout cas, ceux qui sont attachés à la Calédonie française, qu'au final ils n'étaient pas seuls. Voilà. Donc c'est créer du lien entre tous ceux qui sont attachés aux valeurs de la République. Alors demain, c'est le 24 septembre, c'est la date anniversaire du rattachement de la Calédonie à la France, et il y a 171 ans.
c'est une date pour vous qu'il faut célébrer, qu'il faut marquer? J'ai envie de dire que en 71 ans, la Calédonie a évolué. Quand j'entends aujourd'hui parler de colonisation, non. Il y a bien eu une décolonisation de la Nouvelle-Calédonie. Ce qui s'est passé il y a 71 ans, le parcours n'a pas été simple pour la Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, je rappelle le préambule de l'accord Nouméa, les ombres et les lumières. C'est notre histoire commune. Donc cette date du 24 demain, c'est l'occasion de rappeler effectivement un pan de notre histoire commune, important. Alors c'est célébré habituellement notamment par des dépôts de gerbes ou la fête de la citoyenneté. Demain, les rassemblements, les manifestations, les cortèges sont interdits. Qu'est-ce que vous allez faire pour marquer, célébrer cette date? Alors, nous sommes en résistance. Nous sommes un collectif. Et je tiens à insister là-dessus, nous ne sommes pas une milice. Donc nous respectons l'état de droit. Moi qui me réclame de la Calédonie française, il est tout à fait normal que je respecte les règles qui sont celles de la France. Donc il y a un arrêté du haut-commissaire qui interdit toute manifestation et tout rassemblement. Donc il est question pour nous d'observer et de respecter strictement cet arrêté pris par le haut-commissaire. Une fois ça dit, comment effectivement on exprime notre attachement et comment on célèbre ce 24 septembre, qui pour nous, c'est le rattachement de la Nouvelle-Calédonie à la France. Je laisse aux autres l'interprétation qu'ils font de cette date. Mais il est important pour nous de nous rappeler, et c'est ça la résistance, rappeler que cette terre est bien une terre française. C'est le devoir de mémoire, de se souvenir de ça. Et ça, c'est important. Sinon, on perd tout. Donc voilà, l'arrêté est pris, donc il fallait qu'on trouve une idée. Et cette idée, elle est réalisable aujourd'hui. Celle que je propose pour demain, grâce à vous, ma chère Elisabeth, et à toute votre équipe, à la radio, et RB, et de toute façon, on n'aurait pas pu le faire avec une autre radio que la vôtre. Donc il s'agit de quoi? Pour ce qui nous concerne, effectivement, c'est que on invite tous les Calédoniens à une communion. Cette communion se déroulera, mais de manière très précise, à midi, demain. Communion dans le sens où j'invite tous les Calédoniens à l'unisson à entonner la Marseillaise à midi précis. Cette Marseillaise sera diffusée sur les ondes de RB à midi précise. Cette Marseillaise, elle va durer pas plus d'une minute. Qu'est-ce qu'une minute? Dans la résistance, qu'est-ce qu'une minute pour rappeler le choix de la majorité des Calédoniens par 3 fois? Cette terre est une terre française. 1 minute à consacrer. Donc j'invite les Calédoniens demain à midi à se brancher sur les ondes DRB à midi précise. D'ailleurs, Elisabeth, si vous en êtes d'accord, je serai sur ce même plateau quelques secondes avant et j'entonnerai la Marseillaise en direct. Vous la chanterez directement? Je la chanterai directement. Nous, on la diffusera, vous chanterez la Marseillaise, donc vous invitez les Calédoniens qu'ils souhaitent à s'associer à ce mouvement et à où ils sont, à s'arrêter pour, pendant 1 minute ou 2, vous le disiez, voilà. Chanter la Marseillaise. D'ailleurs, ça sera l'occasion de mettre en valeur, puisque, vous savez, personne n'est propriétaire de quoi que ce soit, donc ça sera l'occasion surtout pour nous d'afficher les couleurs qui sont les nôtres, qui portent un certain nombre de valeurs, des valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité. Donc nous possédons depuis vendredi à la distribution de milliers de drapeaux. Et ces Calédoniens qui sont aujourd'hui détenteurs d'un drapeau bleu, blanc, rouge, nous les invitons à les afficher sur leur balcon, dans leur véhicule, où qu'ils soient, le 24 septembre, c'est-à-dire demain à midi, où que les Calédoniens se trouvent sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, toutes affaires cessantes, à l'unisson, en communion, nous allons tous entonner la Marseillaise. Quand on entend un responsable loyaliste, comme Willy Gatoubo, demander aux Calédoniens d'entrer en communion le 24 septembre en chantant la Marseillaise et en arborant le drapeau français, cela bien sûr nous fait sourire, mais cela prouve aussi que les deux camps indépendantistes et loyalistes se sont radicalisés depuis le vote du dégel sur le corps électoral. La France n'a trouvé pour l'instant que la solution de la répression. La journée du 24 septembre 2024 s'est passée, malgré tout,
dans le calme. Fête de la citoyenneté pour certains, jour de deuil pour d'autres, le 24 septembre est chargé de symbolique. Au regard des événements du 13 mai et des derniers mois, les Calédoniens à travers le pays ont vécu cette journée, chacun à leur manière. Le 24 septembre, cette date d'anniversaire de la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie est devenue depuis 2004 la fête de la citoyenneté. Avec la signature de l'accord de Nouméa, l'objectif principal de cette date était de fédérer le peuple calédonien. 4 mois après les émeutes de mai 2024, cette date semble diviser la Calédonie. Reportage de Michel Pimbé. Le 24 septembre 1853, c'est la date de la prise de possession du pays par la France. Avec la signature de l'accord de Nouméa en 1998, ce jour est devenu celui de la fête de la citoyenneté. L'initiative devait faire émerger une société réconciliée, mais 26 ans plus tard, elle apparaît toujours divisée. Ces féroces soldats. Ce midi, le collectif de résistance citoyenne, pour qui cette date évoque un événement positif, le rattachement du pays à la France, a appelé à chanter la Marseillaise, une initiative relayée sur les ondes de la radio aux couleurs de la France, Radio Rythme Bleu. Sur les baies de Nouméa, seule une vingtaine de véhicules ont défilé. Pour les Kanaks, cette journée est déclarée depuis 1979 comme un jour de deuil. Elle est habituellement commémorée au Mwaka, mais cette année, l'interdiction de rassemblement imposée par le Haut-Commissariat a obligé les quartiers à se confiner pour célébrer cette date, comme ici à Rivière-Salée. Dans chaque quartier, il y a un peu tous les associations des quartiers qui se réunissent. Nous, avec l'association de Rivière-Salée ici, on a décidé de se réunir ici au parc de Rivière-Salée. Et puis il y a Moravel, il y a Tuban, il y a un peu partout dans les quartiers. Et puis je pense dans l'ensemble du pays aussi, ça se rassemble aujourd'hui pour le 24 septembre. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de différence d'ethnie ou quoi. Nous, c'est juste une journée, où on marque le coup. Et puis c'est un anniversaire de deuil aussi pour le peuple kanak. Mais voilà, on n'exclut personne. Depuis 2012, cette fête de la citoyenneté est censée être fédératrice et célébrée séparément. Aujourd'hui, cette division au sein de la citoyenneté calédonienne semble s'affirmer encore plus à Nouméa. Et du côté des îles Loyauté, l'événement était attendu, la déclaration unilatérale de souveraineté des chefferies prévue ce 24 septembre. Les annulations et retards de vol d'Air Calédonie ont quelque peu perturbé les cérémonies prévues sur Néngoné, mais jusqu'ici le programme, qui doit s'étaler sur 3 jours et se déroule dans le district de Gouéchaba à La Roche, est suivi. Une vingtaine de grands chefs et représentants de chefferies sont présents pour cet événement qu'ils qualifient de grandiose pour le pays, Djuk Menango. Après la signature de la déclaration unilatérale de souveraineté des chefferies dans ce faré de la chefferie de Gouéchaba, la déclaration a été lue et présentée au public. Sous la protection des esprits de nos ancêtres et de l'esprit divin, proclamant solennellement avec humilité et respect la déclaration unilatérale de souveraineté de nos chefferies constitue un idéal à atteindre dans un esprit de partenariat et de respect mutuel. Pour les grands chefs présents et les représentants des districts, les cérémonies qui se sont déroulées ce matin et la signature de la déclaration de la dite souveraineté sont perçues comme un fait historique pour le pays. C'est quelque chose de grandiose, quelque chose devrait se faire depuis, puisqu'on nous a mis de côté et les chefferies n'ont pas été reconnues depuis la nuit des temps. Et puis maintenant, on est en train de mettre en place vraiment les grandes chefferies pour se faire reconnaître internationalement. Mais malgré les annulations et retards de vol d'Air Calédonie, le public présent a pu observer que toutes les autorités de Néngoné et de l'ensemble du pays n'étaient pas présentes. Il y a des chefferies qui ne sont pas mis en place encore, des grandes chefferies. Vu ce que la colonisation a mis en place, nous a divisés. Donc si tu vois que les gens ne sont pas là, c'est parce que ils sont en train de travailler dessus aussi. Et puis ils sont en train de se chercher aussi. Parmi le public, certains ont tenu à faire le déplacement de la Grande Terre pour vivre eux-mêmes l'événement.
la pire des choses, c'est l'ignorance. C'est comme ça qu'on construit les préjugés, la haine, la radicalité. Donc on peut être d'accord ou pas d'accord avec un système de valeurs, mais la moindre des choses, c'est d'aller le voir, essayer de le connaître, de bien le comprendre. Dans les discussions que je peux avoir, certains conçoivent ce qui s'est passé aujourd'hui comme une forme d'exclusion quelque part. Donc pour moi, ce que j'ai entendu dans la déclaration, au contraire, c'est une porte qui s'ouvre. Le drapeau français a été hissé, les autres communautés sont citées dans la déclaration. Derek, lui, est au pays depuis 2 semaines. Il est missionné par des représentants du peuple aborigène d'Australie. Il voit dans ces cérémonies un appel à ce qui est dans l'ADN des peuples du Pacifique, la paix et l'amour. Everywhere I've been here in Kanaki, that's all I've heard about. We are peaceful people. We want to make peace with France. We want to make peace with the world. We want our children to grow up in peace and love and harmony. Not like it is now, not the way it is now with French aggression and French violence. It's the same all across the Commonwealth. It's the same all across the colonized world. Après avoir partagé le repas, public et représentants coutumiers ont assisté à une pièce de théâtre et une cérémonie du kava a aussi eu lieu. Demain, le programme se poursuit avec des travaux sur l'autonomie de gouvernance. Cette déclaration de souveraineté des chefferies kanak est un événement historique pour ce 24 septembre 2024 et c'est aussi un nouveau signal pour retrouver la paix au pays kanak. Nous avons entendu des loyalistes et des kanaks dans cette émission Civis Pacem. En Kanaki, il faut savoir qu'il y a aussi de nombreux Caldoches qui sont indépendantistes. Si aujourd'hui les deux camps s'affrontent, c'est à cause de la violence de l'État français qui a imposé une loi contre le peuple kanak. Il n'y a qu'une solution pour que les Kanaks et les victimes de l'histoire, comme les appelait Jean-Marie Djibaou, retrouvent un chemin commun. C'est de déclarer l'indépendance de la Kanaki. La paix est uniquement de la responsabilité de la France. Mais on peut se demander quel gouvernement aura le courage d'entreprendre sérieusement la décolonisation promise à la Kanaki depuis des dizaines d'années. Je remercie tous les intervenants de cette émission et je remercie aussi Frédéric qui assure la diffusion des émissions Civis Pacem. Et je vous dis maintenant à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Aujourd'hui, nous relevons le défi et nous levons ce drapeau. Le vert, symbole du Kanaki, vert du pays Kanaki. Le rouge, symbole de la lutte du peuple Kanaki, symbole de notre unité, unité du FLNK et projet d'unité avec tous ceux qui accepteront la République de Kanaki. Elle exprime l'envol de l'air, le